Bonjour Olivia Ruiz, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce salon un petit peu particulier. J'espère que vous aurez l'occasion de venir au Touquet une prochaine fois. J'espère bien que ce n'est que partie remise. Quelle frustration de ne pas pouvoir être là. On se réjouissait. Vu le succès que remporte la commode au tiroir de couleurs publiée chez Lattès, on ne peut qu'imaginer une publication en livre de poche qui sera tout aussi importante et avec un succès tout aussi important. Et vous viendrez pour l'édition en livre de poche. Comme ça sera l'occasion de vous Bah rencontrer. voilà, tout est calé ou pour le roman graphique, pourquoi pas? Et oui, regardez ça. Alors, j'ai cherché très scrupuleusement, mais j'ai pas trouvé du même auteur, L'Oiseau Piment. J'ai pas trouvé le très beau livre que vous aviez fait avec Benjamin Lacombe. C- Tous ces beaux textes qui existaient déjà. Tout ça pour dire que des nouvelles qui ne sont pas des chansons, qui ne sont pas des poèmes, vous en aviez déjà écrit, vous aviez déjà écrit des textes. Absolument, c'est vrai qu'il y avait ce très beau livre, L'Oiseau piment, mais c'était complètement différent. C'était d'abord une commande. Marianne, la boss des éditions textuelles, qui est une nana géniale, m'avait demandé d'écrire sur des thématiques telles que la tournée, la vie, de musicien, la création d'une chanson. Donc c'était des sortes de mini nouvelles qui étaient sur une thématique, très précise. Voilà. Ici, dans la commode au tiroir de couleurs, on a, me semble-t-il, au-delà de... On va parler ensuite des langues, des mots, mais on a surtout un immense silence. Et on a le sentiment, en vous lisant, qu'il y a tellement de silence que vous avez fait parler les objets pour essayer de faire un petit peu reculer le silence. Absolument, c'est vrai que quand j'ai commencé à me poser la question de comment transmettre pour quelqu'un qui n'est pas complètement, prêt à ça, même à la fin de sa vie, puisque les choses ne sont pas du tout, digérées. La Pour preuve, en les racontant, elle les raconte au présent, elle revit ces événements, la grand-mère, hop, j'ai perdu une oreille. Elle revit ces événements, en même temps qu'elle les écrit. C'est comme ça que j'ai pensé à l'objet, en me disant: «Un objet, ça parle et un objet, ça peut faire parler et ça fait ressurgir des souvenirs» et je me disais que pour quelqu'un d'aussi handicapé de la parole que Rita, l'objet pouvait être, hem, un objet transitionnel finalement pour passer de cette, voilà, ce serait c'est un peu ces doudous pour passer du silence à la libération de la parole. Et retrouver de longues et grandes histoires. Elles sont trois sœurs. Elles ont bien entendu des parents, mais des parents qui sont en train de combattre pendant la guerre Mmh. d'Espagne. Et ils choisissent l'un et l'autre, disons une fin, on ne va pas trop raconter, mais ils choisissent d'envoyer leurs trois filles de l'autre côté de la frontière, comme nombre d'Espagnols à ce moment-là. Et ces trois sœurs, parmi elles Rita, dont vous parliez à l'instant, essaient de se trouver en France une place. Et c'est loin d'être très facile, d'autant plus que c'est ça qui est très important de comprendre à ce moment-là. Ils sont très nombreux à arriver sur le territoire français à ce moment-là et pas tous très bien accueillis. Oui et c'est pour ça que je voulais que Rita, qui est quelqu'un de très radical en général, hem, à cet endroit-là, prenne une position différente. Qu'elle les comprenne, ces Français, qu'elle dirige sa colère ailleurs que là où on aurait pu attendre qu'elle soit dirigée. Elle a un côté sauvage, mais à cet endroit-là, des choses, elle comprend. Elle comprend que ça fasse peur et j'aimais bien que sa légère tempérance, qui n'est pas de rigueur d'habitude, dans son tempérament de feu, arrive à cet endroit-là. Et aussi qu'elle trouve, disons, dans la culture française, dans le français, même dans la langue française, une sorte d'échappatoire. Ça fait penser un petit peu à ce moment-là, quand elle choisit de ne plus parler espagnol, ou en tous les cas d'essayer de se faire passer pour une Française, un peu à ce qui se passe dans le roman de Philippe Ross. Vous savez, La Tâche. Il est un petit peu plus blanc que sa famille et il essaie de se faire passer pour un blanc. Et elle essaie de se faire passer pour une Française de la même façon, Mmh. parce qu'en basculant de ce côté-là, elle se dit, cette fois-là, peut-être je vais y arriver.
arriver. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle y arrive effectivement. À ce moment-là, elle est moins mal payée. C'est bien plus facile de trouver du travail. Mais à l'inverse, elle prend des claques continuellement parce que les Espagnols autour d'elle, puisque d'un seul coup elle est française, on dit exactement ce qu'on pense d'eux. Et c'est effroyable. Ben oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est inhérent à tout migrant, que ce soit, en 39, pour les Espagnols qui ont franchi, la frontière, pyrénéenne, ou ceux qui arrivent aujourd'hui, de Syrie et qui sont d'ailleurs, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre aujourd'hui et pas il y a 15 ans, alors que ce sujet, je l'ai en moi depuis, toujours. C'est le fait de me rendre compte que, par exemple, la jungle de Calais était un copier-coller des camps qu'on trouvait sur les plages catalanes à cette époque et où embarquaient les Espagnols. Tout d'un coup, ça faisait écho à quelque chose de très intime, bizarrement, même si c'est pas mon histoire, c'est celle de 3 de mes grands-parents et qu'ils ont été mutiques, eux, jusqu'au bout de leur vie. Voilà, ça a fait un écho très fort en me disant: «Mais non content de nous parler toujours des dictateurs à l'école en ne citant qu'Hitler et Mussolini et en oubliant ce monstre qu'était Franco et aujourd'hui, répéter ces tragédies de l'histoire sans en tirer de petites leçons, ça veut peut-être dire qu'il est temps que je m'exprime sur ce sujet sur lequel je me cultive depuis 20 ans, à l'aide des ouvrages de Lydie Salvert, de Carole Martinez, de Serge Pey, ou de Serge Barba, voilà. Parce que malgré tout, au-delà des jolis tiroirs de la commode, il est difficile de ne pas penser, Olivia, que le silence, c'est quelque chose qui est bien propice aux écrivains. C'est quelque chose qui laisse bien rêver, bien se glisser dans. J'ai lu dans différentes interviews que vous avez données que être metteur en scène, être actrice, c'était quelque chose que vous avez fait, qui vous tentait bien. Quand on est romancière, on est tout ça à la fois. Vous l'êtes d'autant Mmh. plus que vous avez choisi dans le roman 2 fois le jeu, J-E. C'est-à-dire que la narratrice, la petite fille de cette fameuse Rita, dit je au début du roman, et au chapitre premier, lorsque Rita prend la parole, elle dit de nouveaux jeux. On voit bien le plaisir qui, me semble-t-il, il y a à se glisser dans les peaux de ces différentes personnes. Et vous pouvez pas imaginer à quel point, c'est-à-dire que quelquefois, quand je perdais un petit peu les grandes lignes de mes personnages parce que j'étais partie dans plein de choses, tout d'un coup, j'éteignais l'ordi, je prenais mon dictaphone et je m'enregistrais en train de faire des discussions entre les 3 sœurs. Avec leurs 3 timbres de voix, avec leurs 3 tempéraments, sans concession et à imaginer des dialogues entre elles qui figurent pas dans le roman, qui étaient juste là pour me permettre de tisser le lien et peut-être, comme vous le disiez, de retrouver aussi ce plaisir du jeu qui m'est beaucoup plus, familier, du jeu JEU, beaucoup plus familier, qui est beaucoup plus, ancré dans ma vie depuis mes débuts, que celui de l'écriture peut-être, qui a un aspect ludique qui a toujours été salvateur pour moi. Et tout d'un coup, me servir de ça pour plonger dans l'écriture était une forme de sésame. Parce que tout d'un coup, de faire ce que je sais faire, jouer, interpréter, me donner des clés pour l'écriture. Voilà. Est-ce qu'il a été difficile de remplir les 10 tiroirs? Je veux dire par là, connaissant et sachant comment on travaille, par exemple, quand on écrit une chanson, tout ce qu'on doit retirer pour réussir à avoir un texte très court, très, très Mmh. ramassé, est-ce qu'il y avait je sais pas, une commode avec 13 tiroirs, 15 tiroirs, 17 tiroirs? Je n'arrêtais pas, je rajoutais un tiroir à peu près toutes les semaines et puis je disais: «Non, vraiment, le 11e tiroir», puisqu'ils sont 9 dont un petit dont il n'est fait mention que pendant le prologue et je disais: «Non, mais vraiment, parce que cet objet, je veux pas y renoncer, cette partie de l'histoire». Il se passait plein de choses, il arrivait plein d'histoires aux 2 sœurs de Rita, et puis non, et puis pour ça, j'ai eu de super éditrices et agentes qui ont dit à des moments: «Olivia, il y a 3 romans là, stop, ça tu gardes, c'est pas perdu, c'est bien, mais là, stop les tiroirs, stop les histoires dans l'histoire. Maintenant on se pose, on arrête d'intégrer de nouvelles choses et tu te mets plutôt sur les corrections de ce qui existe déjà». Et je leur ai demandé de tout lire à haute voix.
je leur ai demandé de me faire une lecture de la totalité du roman parce que c'était la seule façon pour moi pertinente de me corriger. Pour moi, même si Rita laisse des écrits, elle est un griot dans sa façon d'appréhender la narration. Donc, j'avais besoin d'entendre le texte lu pour savoir là où il y avait des failles. Et ça a été, un exercice, alors, c'est éreintant, je le conçois, mais pour moi, qui m'a permis d'avoir des révélations, tout de suite sur les faiblesses, d'une façon beaucoup plus évidente que si je l'avais lu moi-même ou même, juste lu dans ma tête. Rita est évidemment aussi une amoureuse. Elle rencontre Raphaël et à travers Raphaël, c'est assez amusant parce que elle va découvrir un immeuble qui, au fond, fait aussi penser de nouveau à la commode, hein, parce que les immeubles, les commodes, c'est toujours un petit peu le même format, des petites cases les unes à côté des autres. Il y a ça dans la vie mode d'emploi de Pérec, des petites cases et des petites histoires dans chacun Mmh. des petits immeubles. Là, pour l'immeuble de Raphaël, c'est encore plus particulier parce que ça se rapproche exactement de votre histoire. Il y a par niveau des langues, des Italiens, des Allemands et bien évidemment des Espagnols. Et on voit bien aussi de nouveau se recréer des frontières, mais en même temps une cohabitation parfaite dans cet immeuble-là. Pardon, ça se passe admirablement. Et donc il y aurait une sorte d'utopie ou une façon de voir, de fonctionner qui pourrait très bien se faire aussi. Absolument. Après, je suis quelqu'un de très utopiste, donc j'aimais bien que Rita le soit aussi, un peu rêveuse comme ça, un peu à imaginer des choses parfois, impossibles. Elle le dit d'ailleurs, à viser, l'impossible, on peut peut-être atteindre au moins le merveilleux. Donc j'avais envie de ça. J'ai beaucoup voyagé, j'ai passé beaucoup de temps à La Réunion, j'ai vu la cohabitation de 3 religions d'une façon, plutôt harmonieuse. Hem, j'ai j'ai vu, j'ai vu ce qui se passe dans l'immeuble de Raphaël, vraiment. J'ai vu cette absence de frontières et souvent ce qui lie les gens, c'est le rejet. Donc ces juifs allemands et ces italiens et ces républicains espagnols, sont liés par, quelque chose qui est extrêmement fort, l'isolement et le rejet et comme une famille d'immigrés en arrivant sur un territoire, a souvent besoin de constituer une famille de taille, comme, mon arrière-grand-père qui a eu, 21 enfants par exemple, ou ma grand-mère déjà qui en a eu 8. Bah, voilà, c'est un peu le pour moi un petit peu, le même principe. Il y a deux hommes dans la vie de Rita. On va pas dire ce qui arrive à Raphaël, parce que les livres, voilà, on les lit, c'est bien aussi. J'espère Et qu'il y en a bien plus, hein. ah J'espère qu'il oui, y en a ah bien c'est plus vrai, que c'est ça ça. aussi. Il y a ce Oui, qu'il y a entre oui, les oui, lignes. j'espère qu'il y a Alors pour ceux qui sont nommés, il y oui, a d'ailleurs, et ah bah, c'est pour le L que j'ai fait un chapitre dans le chapitre, qui se passe dans la vie de Rita au café et où je me suis fait un petit plaisir. Je lui ai inventé une petite aventure pendant les 30 années au café, pour le magazine, Elle. d'ajouter une nouvelle. Alors il y a aussi donc André. Et j'aime beaucoup ce personnage parce que justement, lui, il ne correspond peut-être pas sensuellement, amoureusement à ce qu'aurait voulu Rita, à ce qu'aurait rêvé Rita. Et pour le coup, malgré tout, il est admirable avec la fille. Ils dansent continuellement ensemble. Il est admirable dans son comportement, mais il n'est pas aussi amoureux qu'elle le voudrait. Et c'est là que ça devient intéressant, le roman. C'est là où on a la place pour dessiner ça, ce qu'on n'aurait pas dans des textes peut-être plus courts. C'est montrer les nuances. Ces gens qui peuvent être exactement comme il faudrait être, c'est-à-dire un père comme il doit être, et en même temps pas vraiment un mari ou pas vraiment un amoureux comme il faudrait qu'il soit ou comme Rita rêverait qu'il soit. Je pense qu'André n'est pas dans sa vie. J'avais fait un lien avec la mort de son père à ce sujet qui n'a pas résisté à l'editing malheureusement, mais je pense que c'est quelqu'un qui a décidé de vivre avec des œillères. Le fait de concrétiser ce qu'il attend depuis des années avec Rita provoque un espèce d'électrochoc pour lui et le fait de devenir père également au moment de la mort de son père, doublement. Donc j'aimais bien aussi, ne pas laisser les clés de la compréhension de ce personnage parce qu'on peut tout imaginer. On peut le détester, mais on peut l'aimer très fort aussi en imaginant que c'est quelqu'un d'une immense fragilité et
et qui, à l'inverse de Rita, n'est pas dans le combat, n'est pas dans dans l'avancement. Il prend les choses telles qu'elles sont et probablement il se protège grâce à ça, mais il passe aussi à côté de sa vie. Et quelque part, ce qu'est André permet de définir ce qu'est Rita. La fougue de Rita ne serait pas la même si elle rencontrait un deuxième Raphaël. Son envie de bouffer la vie ne serait pas la même si elle n'avait pas un immense vide à cet endroit qui est peut-être le plus important pour elle, la partie de sa vie qui est sa vie amoureuse. Et c'est aussi un écho à son amputation. Elle est encore amputée. Elle est encore amputée de sa vitamine B12 comme pour les bébés. Elle est amputée de quelque chose qui va lui permettre d'être pleine à nouveau. Et ça aussi, malheureusement, malgré les résiliences, malgré les grands bonheurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup relu dans les histoires. Ce pattern, ce fameux pattern dont on parle en psychologie, où malgré sa volonté, malgré son engagement, malgré son travail, il y a quelque chose qui résiste. Et même si on vit un bonheur, quelque chose de brisé résiste. Et en l'occurrence, ce qui résiste dans sa vie à Rita de briser, c'est cette façon dont elle n'arrivera jamais à prendre possession de l'homme qu'elle a envie d'aimer. Elle ne pourra pas l'aimer comme elle a envie d'aimer, elle ne pourra pas le chérir comme elle a envie de le chérir, parce qu'il n'accueille aucun de ses effets, que ce soit ses mises en beauté ou ses prouesses culinaires. Et ça, c'est voilà, c'est aussi un écho à son histoire. Il va toujours lui manquer quelque chose. Il va C'est toujours lui manquer quelque chose. Oui, c'est d'autant plus juste que ce que vous dites, Olivia, que, il y a, un moment où elle se décourage et elle décide de retourner en Espagne et on voit très bien, très vite comment là-bas elle est devenue une Française. C'est-à-dire qu'au bout du compte, elle est plus de nulle part. L'exil est quelque chose qui vous fait basculer continuellement avec le rêve de peut-être croire que de l'autre côté, ça va être mieux, de l'autre côté de la frontière et continuellement, chaque fois que vous repassez cette frontière, c'est bien plus complexe encore. Et ça, c'est très, très, très bien raconté dans le livre. Ça l'est d'autant Je plus sais que, plus oui, ça l'est d'autant plus que vous je sais choisissez plus de quelle montrer que les mots sont incroyablement plus complexes. Et vous dites, si on pouvait parler peut-être tous avec des signes, si on pouvait tous parler le même langage, peut-être que ça pourrait un peu s'effacer. je me suis déjà fait cette réflexion il y a des années et je me la refais régulièrement, moi personnellement. C'est pour ça que je l'ai attribuée à Rita. Notamment, encore récemment, elle entre en maternelle avec un petit garçon sourd et puis parce que mon fils apprend le langage des sourds-muets à la maternelle, ce qui me réjouit. Hem, Ça semble, complètement naïf, ce qu'est Rita. Rita est naïve, Rita est pure. Rita n'est pas que volonté et acharnement. Mais je trouve que c'est juste. Je pense sincèrement cette phrase, même si elle est complètement naïve, moi, en tant qu'être humain, comme Rita. Ça l'est d'autant plus que, évidemment, la la musique des mots que vous choisissez pour une part, hein, de laisser en espagnol, bien entendu, on comprend, mais il y a des mots qui ont un rythme, qui ont un son et qui sont là continuellement dans la façon dont Rita nous parle. Donc, c'est d'autant plus amusant d'une musicienne, d'une chanteuse, de prendre ainsi le signe, disons, une certaine forme de silence pour une solution. C'est assez amusant de trouver ça. Mais vous savez que dans la musique, le plus important, ce sont les silences, ce n'est pas de moi. Donc, c'est quelque chose là, par exemple, je suis en train d'enregistrer le livre audio et ça prend un temps fou parce que j'ai voulu mesurer les silences. Normalement, on lit et ensuite, c'est la personne qui va mixer les choses, qui va mettre les silences, bah, de la façon dont elle le trouve judicieux. Et moi, j'ai tenu à les mesurer ces silences parce que pour moi, ça fait autant partie de ma narration que mes mots. Si je laisse à quelqu'un d'autre la mesure des silences entre les mots, je perds 80 de l'intention que j'ai envie de donner au texte. Donc finalement, vous avez mis le doigt sur une correspondance tellement évidente entre justement la musicienne et le silence.
On dit ça, vous savez, on dit que le silence qui suit du Mozart, c'est encore du Mozart. Et je crois que Ah quand on lit du Olivia Ruiz et qu'on referme le livre, il y a encore un silence qui suit. Et j'aimerais bien que vous nous disiez, ça sera la dernière question, Olivia, ce que représente justement ce silence d'écrivain. Lorsque vous avez écrit une chanson, lorsque vous êtes sur scène, lorsque vous la partagez, vous voyez très bien le retour du public, vous les entendez crier, applaudir, tout ce que vous pouvez imaginer. Là, c'est beaucoup plus lent, parce que peut-être vous allez rencontrer les auteurs, mais ça sera fini. Le livre, ils vont se le faire eux-mêmes. La musique, elle sera leur propre musique. Alors, à quoi ressemble ce silence d'écrivain et à quoi ressemblent tout simplement ces moments d'écriture? bah, ces moments d'écriture, ils se sont pour la plupart passés ici, là où je me trouve. Hem, le silence ne me convient pas pendant l'écriture. J'ai besoin, d'avoir les fenêtres ouvertes, même en plein hiver, pour entendre le bruit de la rue. Quand je bug, que j'arrive plus à avancer, je prends mon ordi, je vais me mettre à une terrasse de café. Je n'entends rien et je ne vois rien de ce qui se passe autour. C'est ça qui est le plus bizarre, mais j'ai de la vie. J'ai de la vie autour de moi et ce que j'aime, c'est décrire des gens vivants, f fragiles, faibles, c'est ça la vie pour moi. C'est pas simplement, être, être fort. La vie, c'est être confronté à des galères, les surmonter, ne plus savoir où on habite, hem, se chercher en permanence. Donc j'avais besoin de ça et être à une terrasse de café alors que j'aurais pu avoir ma mère devant moi, je ne l'aurais pas vue. Ça me permettait de me nourrir des énergies ambiantes, de la rue, du camion poubelle, de regarder ces hommes, un visage, une expression qui va nourrir. Du coup, je fais pas partie de ce que j'ai l'impression, est la majeure partie des écrivains. Je peux pas rester, 6 heures assise à un endroit. Je passe d'ici mon tabouret de bar à mon canapé, puis je file dans la rue, à une brasserie, puis quand j'ai mal aux fesses, je change, pour avoir un fauteuil plus confortable et puis je reviens chez moi, j'écris 2 heures. Le mouvement est très important pour moi. Toute petite, on me disait toujours: «Elle a la bougeotte, elle a la bougeotte, elle a la bougeotte». Non, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est inhérent à l'exil, familial. Pour moi, cette passion pour la danse et ce besoin d'être tout le temps en mouvement, de beaucoup voyager jusqu'à ce que je sois maman, hem, est encore un héritage de l'exil malgré moi. C'est ma petite mythologie personnelle, hein. Aucun psychogénéalogiste n'a confirmé ça, ce n'est que l'histoire que je veux bien me raconter. Mais on va dire que les années confirment que ma théorie n'est peut-être pas complètement, à côté de la plaque, même si elle n'appartient qu'à moi et ne repose sur rien de concret. Oh, vous savez, l'exil, Victor Hugo a écrit Les Misérables en marchant continuellement entre deux petites étagères. Et il traversait son bureau, il écrivait tout ça debout en bougeant continuellement. Donc vous voyez, et puis il était en exil à Guernesey à ce moment-là. Ça s'appelle La Eh! commode au tiroir, chère Olivia. C'était un plaisir de parler avec Moi aussi, vous. moi Euh, aussi. On en est, hein. oh On dit que oui, c'est que partie remise et que ça, c'était, l'avant-goût, juste avant de nous retrouver pour de bon dès que le festival aura une date de report. Et puis oubliez pas aussi que je vous ai envoyé, des livres dédicacés alors, que vous allez pouvoir trouver dans l'opération Ticket d'or. J'ai adoré votre idée, j'ai trouvé ça génial. Bravo, très bien, bravo à vous. J'ai eu plaisir à confier 3 livres dédicacés au festival, donc voilà. à participer. Alors, ce sera un plaisir. On se retrouve à 16h30 pour parler avec Franz-Olivier Gisbert. Et en attendant, eh bien, je vous embrasse de loin. J'espère que ce sera de Moi vrai pour aussi, bientôt. portez-vous bien et prenez soin de vous et puis tous ceux qui verront cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup.